En 2018, un film d'horreur pas comme les autres débarque en salle. Un film dans lequel les dialogues sont rares, où le silence est nécessaire car le moindre bruit peut provoquer la mort. Lorsque le public découvre Sans un bruit, John Krasinski, son réalisateur et acteur principal, était encore pour beaucoup le Jim Halpert de The Office, la fameuse et hilarante sitcom dans laquelle il jouait aux côtés du génial Steve Carell. Bon, j'imagine que vous êtes au courant, mais il faut regarder The Office, hein. Bref, autant dire que le Krasinski, on l'attendait pas forcément dans le registre horrifique. Pourtant, c'est aussi ça la beauté du genre. Il permet bien souvent à des réalisateurs novices de faire leurs preuves. L'horreur, c'est pas le genre qui coûte le plus cher, donc les studios prennent moins de risques et les cinéastes disposent d'un véritable terrain de jeu où expérimenter librement. Mais au-delà de ce tremplin pour les nouveaux venus, le genre peut également permettre à des artistes qui s'étaient jusque-là illustrés dans des registres plus grand public, comme la comédie, de montrer qu'ils avaient d'autres cordes à leur arc. Regardez Jordan Peele par exemple. D'abord connu pour ses sketchs télévisés avec Keegan-Michael Key, il a sauté le pas en 2017 en réalisant Get Out, qui, en plus d'avoir été un gros succès en salle, lui a valu l'Oscar du meilleur scénario original. En un seul film, le mec est passé du statut d'acteur comique à celui de réalisateur qui compte. Et de son côté, Krasinski allait se faire un plaisir de montrer à tout le monde de quel bois il se chauffait. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui, on parle de Sans un bruit. Chut. Salut ma gueule, c'est John Michael. Dis-moi, tu m'as l'air de passer pas mal de temps sur le web, n'est-ce pas? Me réponds pas, c'est une question rhétorique. Et puis je t'entendrai même pas de toute façon. Tu réponds souvent à ton écran, mon con. Si t'as l'habitude d'internet, alors tu devrais savoir que tu t'exposes à toutes sortes de risques. Et pour faire face à ces menaces, rien de mieux qu'un VPN. Et pas n'importe lequel, attention, le meilleur du genre, NordVPN. Clique sur le lien pour une offre spéciale. Phishing, vol de mots de passe, malware, grâce à NordVPN, toutes ces menaces seront de l'histoire ancienne. Eh mais ça pourrait faire un putain de slogan ça. Un VPN, c'est un logiciel qui va masquer ton adresse IP et chiffrer toutes tes données. Bref, il va faire le nécessaire pour protéger ton trafic web privé de toute interférence externe. Mais il ne va pas faire que ça. Toi qui aimes bien mater des films et des séries, et bah sache qu'en te connectant à un serveur étranger avec NordVPN, tu auras accès au catalogue de streaming des pays en question. C'est pas génial ça? Il va aussi fréquemment surveiller le dark web pour te prévenir en cas de fuite de données impliquant tes identifiants et mots de passe. Bref, tu vas pouvoir dormir sur tes deux oreilles. Et j'ai une offre pour toi en plus. En cliquant sur le lien dans la description, on t'offrira 4 mois gratuits pour l'achat d'un abonnement de 2 ans. Et si jamais tu doutes encore, tu bénéficieras d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. C'est pas magnifique? Alors clique sur mon lien, tu le regretteras pas. Merci NordVPN. L'idée de Sans un bruit trouve ses racines dans l'esprit conjoint de Scott Beck et Brian Woods, deux scénaristes-réalisateurs qui ont grandi ensemble dans l'Iowa. Amis depuis la 6ème, ils commencent à rédiger des scénarios ensemble dès le lycée. Et en 2001, alors qu'ils sont encore étudiants, ils fondent Blue Box Films, leur propre société de production, où ils écrivent et mettent en scène des courts-métrages et autres publicités, ainsi que des longs-métrages à micro-budget. Bref, ils se font la main, à défaut de véritablement percer dans l'industrie. C'est au début des années 2010 que les choses sérieuses commencent. D'abord avec le court-métrage Impulse, qui devient le court-métrage le plus téléchargé de la plateforme iTunes lors de sa première semaine de diffusion. Oui, c'est vieux, oui. Puis avec le long-métrage Nightlight, qu'ils écrivent et mettent en scène en 2012, qui est acheté par Lionsgate en 2014, avant de finalement sortir en 2015. Un found footage qui ne laisse pas un grand souvenir, mais qui a le mérite de constituer leur premier long-métrage de cinéma. Bon, c'était une sortie limitée, mais quand même, tout premier pas est un grand pas. Bref, tout ceci nous amène donc au milieu des années 2010, quand Beck et Woods décident de ressortir un concept de film d'horreur qu'ils ont tenté depuis l'université. À cette époque, les deux étudiants enchaînent les visionnages de films muets. Ceux de Charlie Chaplin, de Buster Keaton, c'est un genre qui leur plaît énormément. Tant et si bien qu'ils finissent par se dire qu'ils adoreraient faire un film muet avec les moyens d'aujourd'hui. Un film à suspense sans aucun dialogue. Car au fond, quel est le meilleur outil d'un cinéaste pour générer tension et suspense? Pour eux, il s'agit du son. Le son ou l'absence de son peuvent changer drastiquement la façon dont une scène est perçue. Ils ont en tête une séquence de L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock, où le personnage incarné par Jimmy Stewart est poursuivi par un assaillant dont on entend uniquement les pas qui résonnent. Ils finissent ainsi par avoir une idée. Et si le son devenait la menace? Et si, dans un film d'horreur, faire le moindre bruit était synonyme de mort? Sans un bruit était né. Enfin, il y avait encore du chemin, hein, mais l'idée de base en tout cas, elle était née. Cette idée, ils la gardent dans un coin de leur tête pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'ils décident finalement de la concrétiser. Pour ce faire, ils rédigent un document de 15 pages dans lequel ils présentent le concept, les personnages et les principaux rebondissements, en mettant bien en avant le fait que le film n'aura aucun dialogue à une exception près. L'intrigue tournera ainsi autour d'une famille isolée, contrainte de vivre dans un silence absolu sous peine d'attirer des créatures mortales guidées par leur hyperacousie. Le concept bien défini, les deux hommes en parlent à tous les producteurs qu'ils croisent. Et personne n'en veut. Un film sans dialogue? Pas assez commercial, le public se déplacera pas pour ça. Des visionnaires, ouais. Face à cette avalanche de refus, autant dire que Beck et Woods sont un peu refroidis. C'est pas vraiment le genre de retour qu'ils espéraient pour pouvoir enclencher la phase de rédaction. Ainsi, ils décident de laisser tomber. Mais quelques temps plus tard, ils y reviennent. Parce que Scott Beck garde un vrai goût d'inachevé vis-à-vis de cette idée restée dans un tiroir. Alors en janvier 2016, il remotive Woods et, porté par l'envie de concrétiser enfin ce concept, les deux scénaristes décident de passer à l'action. Et s'ils ne trouvent toujours aucun preneur une fois le scénario rédigé, qu'à cela ne tienne, ils le tourneront chez eux dans l'Iowa pour $50 000.
Travailler ensemble étant désormais comme une seconde nature pour les deux collaborateurs, l'écriture avance de façon particulièrement fluide. Ils rebondissent l'un sur l'autre, enchaînent les idées et se posent toutes sortes de questions essentielles. Comment survivrait-il dans une telle situation? Ils pensent alors à un système d'alerte basé sur des lumières rouges. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver aux personnages dans ce monde? Que la mère tombe enceinte. Combien de sons produit-on chaque jour sans même y penser? Et surtout, à quel point ces sons deviendraient-ils dangereux dans le monde qu'ils sont en train d'imaginer? Au-delà de toutes ces questions, les scénaristes cherchent également le meilleur moyen de présenter cet univers et ses règles en se passant des dialogues. Ainsi, beaucoup d'informations seront transmises via des unes de journaux et des interactions non verbales entre les personnages. Le scénario prêt, leur agent l'envoie à Andrew Form et Brad Fuller de Platinum Dunes, la compagnie de Michael Bay. Et dans un premier temps, les producteurs sont, décontenancés. Avec seulement 67 pages au compteur, contre 90 ou 120 en temps normal, ils pensent d'abord avoir affaire à un script de pilote de série télé, avant de réaliser que cette brièveté est en réalité due à l'absence quasi totale de dialogue. Mais ce n'est pas la seule particularité de ce scénario, au sein duquel les producteurs trouvent beaucoup d'éléments purement graphiques, comme une carte du décor principal où se déroule l'action faite à partir d'un plateau de Monopoly, les fameuses unes de journaux, mais aussi parfois des pages sur lesquelles ne figure qu'un seul mot. Mais passé l'effet de surprise lié à son format atypique, les deux producteurs se trouvent scotchés face à ce scénario unique en son genre. Ainsi, ils l'envoient immédiatement à la Paramount, leur partenaire, et le studio l'achète dans la foulée. Beck et Woods en restent sans voix. Ils n'ont jamais vendu un script aussi rapidement. Tout ça n'aura été l'affaire que de quelques semaines. Après quoi, la Paramount leur demande de faire une nouvelle passe sur le script. Mais les scénaristes sont heureux de constater que les demandes du studio sont tout à fait valables. La Paramount semble consciente du fait qu'elle a entre les mains quelque chose de spécial, qu'il serait dommage de dénaturer. Avant de proposer le script à la Paramount, les scénaristes Scott Beck et Brian Woods ont proposé à leur agent de le présenter comme un épisode de la saga Cloverfield, se disant qu'avec un tel argument, ils pourraient vendre leur scénario plus facilement. Et si l'idée a traversé l'esprit d'un des cadres du studio, il a finalement été décidé de ne pas concrétiser ce crossover. La Paramount estimait en effet que le concept était suffisamment fort pour ne pas avoir besoin d'être rattaché à une saga existante. Une décision qui a particulièrement fait plaisir aux scénaristes, fiers que leur bébé reste un projet purement original. Quand les producteurs Andrew Form et Brad Fuller demandent aux scénaristes qui ils imaginent dans les rôles principaux, ils répondent immédiatement à Emily Blunt pour incarner Evelyn, la mère. Ils se doutent que ça n'arrivera pas, que Blunt a probablement mieux à faire, mais ils veulent une actrice de cette trempe. Vous perdez rien pour attendre les gars. Dans un premier temps, l'équipe contacte John Krasinski pour incarner le père, Lee. Éternel Jim Halpert de la série The Office, Krasinski avait depuis montré qu'il était capable d'endosser des rôles plus sérieux et physiques, notamment dans le film 13 Hours de Michael Bay. Et il venait juste d'être choisi pour endosser le rôle de Jack Ryan dans la série éponyme. Une série justement coproduite par Platinum Dunes. Les producteurs étaient donc en contact quotidien avec Krasinski et ont fini par se dire pourquoi pas lui. Mais lorsqu'il lui demande s'il serait intéressé à l'idée de travailler sur un film de genre, Krasinski répond par la négative. Traumatisé par Freddy à l'âge de 12 ans, il avait complètement délaissé les films horrifiques et n'avait aucune envie de travailler sur un projet de ce type. Mais les producteurs insistent, tant et si bien qu'il finit par leur demander quel est le sujet du film. La réponse, c'est l'histoire d'une famille qui ne peut pas parler. À toi de découvrir pourquoi. Ah, ils sont forts ces producteurs. Avec cette simple phrase, ils parviennent à capter l'intérêt de Krasinski, qui demande à lire le script. Et une fois la lecture terminée, Krasinski est subjugué. Il se prend immédiatement de passion pour le projet et ressent le besoin irrépressible de se l'approprier pour y poser sa patte. Pour lui qui vient tout juste d'accueillir son deuxième enfant, cette histoire de parents prêts à tout pour protéger les leurs résonne profondément en lui. Ainsi, il décide d'aller immédiatement en parler à sa femme, Emily Blunt. Ah, que le monde hollywoodien est petit. Krasinski lui pitche l'histoire et toutes les idées qui lui viennent instinctivement. Blunt, qui n'a jamais vu son mari aussi passionné par un projet, le pousse non seulement à accepter le rôle de Lee, mais aussi à le réécrire et le mettre en scène. Mais là encore, il hésite. L'horreur, c'est vraiment pas sa spécialité. Il finit toutefois par se faire confiance, poussé par ce besoin viscéral d'exprimer quelque chose de profondément personnel avec ce film, quelque chose qui va bien au-delà de sa dimension horrifique. Il repense alors à un sage conseil prodigué par Greg Daniels, le créateur de The Office, pendant la production de la série. Ne joue surtout pas tes répliques comme des répliques de comédie. Ne cherche pas à faire rire le public. Joue tes répliques naturellement et le public décidera si elle est drôle ou pas. Pour Sans un bruit, ce sera exactement la même approche. Il n'a pas besoin de forcer l'horreur. Il n'a qu'à mettre en scène l'histoire de la manière la plus sincère et la plus authentique possible. Le public, lui, décidera si ça fait peur. Et c'est ainsi que lors d'un appel Skype avec Andrew Form et Brad Fuller, Krasinski leur annonce qu'il veut non seulement incarner Lee, mais aussi réécrire le script et réaliser le film. Le genre de nouvelle qui ne fait pas particulièrement plaisir aux producteurs. Krasinski, il voulait lui pour ses talents d'acteur, pas pour qu'il décide de refaire le truc à sa sauce. S'il n'était pas un novice en termes de mise en scène, ayant auparavant réalisé Brief Interviews with Hideous Men en 2009 et La Famille Hollard en 2016, rien ne prouvait qu'il avait les épaules pour un projet tel que Sans un bruit. Mais Krasinski ne leur laisse pas le temps de répondre et passe une bonne heure à leur pitcher la manière dont il compte traiter ce projet, en mettant la famille au premier plan et en explorant au plus profond ce concept d'instinct de protection que les parents ressentent pour leurs enfants. Au terme de cette présentation, les producteurs doivent se rendre à l'évidence, ils ont trouvé le réalisateur parfait. Restait maintenant à convaincre la Paramount. Krasinski se lance alors dans la réécriture du script qu'il développe de son côté, Beck et Woods étant alors occupés par Hunt, leur prochain projet qu'ils s'apprêtaient à réaliser. Au départ, les deux scénaristes ne sont pas vraiment ravis de laisser quelqu'un d'autre prendre les
les rênes de leur bébé, eux qui ont toujours eu pour habitude d'être les seuls maîtres à bord lorsqu'il s'agit de leurs histoires. Mais leur crainte s'envole rapidement. Dès qu'ils voient à quel point Krasinski est investi, à quel point il fourmille d'idées et comprend profondément l'ADN du film, ils réalisent que leur scénario est entre de très bonnes mains. Parmi les idées de Krasinski, le fait que les personnages communiquent en langue des signes et qu'ils se déplacent sur des traînées de sable pour étouffer leurs pas. Il modifie également un événement tragique, la mort de leur plus jeune enfant. Dans le script de Becky Woods, la tragédie était due à un accident de voiture survenu avant l'invasion des créatures. Pour Krasinski, c'est une occasion manquée. Cette perte devait être au cœur du film. Elle devait être provoquée par les monstres et laisser une cicatrice profonde dans la dynamique familiale. C'est de là que naîtront la culpabilité, l'obsession de protéger les siens et la peur viscérale de répéter la même erreur. Ce que Krasinski apporte le plus au fond, c'est son expérience en tant que père. Contrairement à lui, Becky Woods n'avait pas d'enfant au moment de rédiger le scénario. Il manquait donc au film une certaine véracité que Krasinski était plus à même d'exprimer. Bref, avec Sans un bruit, Krasinski avait trouvé un projet de rêve. Un film dans lequel il allait pouvoir injecter toutes ses angoisses, ses instincts de père et une bonne dose de ses propres névroses. À vrai dire, il s'approprie tellement le scénario que lorsqu'il écrit le personnage d'Evelyn, il pense à sa femme. Elle serait parfaite pour incarner cette mère combative qui a décidé de ne pas se laisser ronger par le désespoir. Sauf que Krasinski ne veut pas lui faire cette proposition. À ce moment-là, l'actrice venait d'enchaîner un accouchement et le tournage de Mary Poppins. Elle avait donc grandement besoin d'une pause. Et surtout, il ne voulait pas la mettre dans une position inconfortable où elle se sentirait forcée d'accepter pour lui rendre service. Bref, pour éviter ce genre de situation, Krasinski garde cette idée pour lui. Quant à Emily Blunt, elle se charge de lui faire une liste des actrices qu'elle verrait bien incarner Evelyn. Une fois sa réécriture achevée, Krasinski doit partir pitcher sa vision à Paramount pour obtenir l'aval du studio. Ainsi, il prend l'avion avec sa femme direction Los Angeles. Pendant le vol, elle lui demande alors si elle peut lire le script, chose qu'elle n'avait pas encore fait jusqu'alors. La lecture terminée, elle est livide, à tel point que son mari se demande si elle n'est pas malade. Et au bout de quelques instants, elle finit par articuler une phrase. Ne laisse personne d'autre jouer ce rôle. Krasinski se demande ce qu'elle veut dire par là, et c'est alors qu'elle lui demande s'il accepterait qu'elle incarne Evelyn. Ce à quoi son mari répond par un immense sourire et un grand yes qui réveille tout le monde dans l'avion. Alors je sais pas si des gens dormaient vraiment, mais ça ajoute une petite touche dramatique, alors je me permets. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent, puisque la Paramount est emballée par le pitch de Krasinski et lui confie donc officiellement les rênes du projet. Après quoi, Krasinski doit démarrer le tournage de Jack Ryan, mais il entame tout de même la préparation de Sans un bruit de son côté, notamment en regardant beaucoup de films d'horreur, anciens comme récents, pour se familiariser avec les techniques de mise en scène les plus efficaces pour générer tension et suspense. Pour lui qui n'avait plus vu de films d'horreur depuis l'âge de 12 ans, c'est une véritable révélation, et il s'en veut terriblement d'être passé à côté d'un genre aussi riche pendant toutes ces années. Le réalisateur se met ensuite en quête du décor idéal où poser ses caméras pour tourner Sans un bruit, et il sait précisément ce qu'il veut, une ferme isolée avec une grange, un champ de maïs et des silos, comme dans le script. Profitant du tournage de Jack Ryan, le réalisateur part en repérage avec le producteur Brad Fuller dans l'état de New York où il compte tourner le film. Et c'est dans la petite bourgade de Pawling qu'il déniche l'endroit parfait, une ferme à l'abandon. Enfin, semi-parfait on va dire. Il y a la ferme, il y a la grange, mais il manque le silo et un champ de maïs. Il sera donc nécessaire d'aménager les lieux histoire qu'ils répondent parfaitement aux demandes du script. Sur place, les voisins leur conseillent d'ailleurs de planter leur maïs dès maintenant s'ils veulent disposer d'un champ à temps pour le tournage. Et aussitôt dit, aussitôt fait. La pré-production n'a même pas encore officiellement démarré que la prod achète pour 20 tonnes de maïs et embauche des fermiers locaux pour les faire pousser. Après quoi, la pré-production est lancée au début de l'année 2017 et le chef décorateur Jeffrey Beecroft et son équipe investissent les lieux pour les transformer à leur guise. Ils font fermer la route qui passe entre la ferme et la grange, plantent un potager, ajoutent un silo de 24 mètres de haut en amont de la ferme et doublent la taille de la grange. Autre élément capital à concevoir, les monstres. Les terrifiantes créatures voraces dotées d'une hypersensibilité au son qui ne laissent d'autre choix aux rares survivants que de vivre dans un silence permanent, sous peine de rencontrer un terrain favorable au décès prématuré. C'est sous l'impulsion de son ami Drew Goddard que Krasinski commence à se pencher sur la conception des créatures. Ce dernier, qui avait une certaine expérience des films de monstres, savait à quel point leur création pouvait être longue, nécessitant une bonne vingtaine d'ébauches avant d'arriver au résultat voulu. C'est pourquoi il lui recommanda de lancer le processus dès que possible. Ainsi, c'est sous la supervision de Jeffrey Beecroft que les concepteurs artistiques se mettent au travail. Krasinski imagine des prédateurs à l'aspect légèrement humanoïde, des créatures qui auraient évolué au point de ne plus avoir besoin d'yeux pour chasser. Et après de multiples itérations, l'équipe valide un design de créatures bipèdes cornues à la peau cuirassée. Ce sera ensuite à ILM de prendre le relais pour les intégrer à l'image à l'aide d'effets visuels. Pendant ce temps, côté casting, Krasinski doit trouver 2 jeunes acteurs capables d'incarner les rôles de Marcus, le fils, et Regan, sa grande sœur sourde-muette. Et concernant cette dernière, Krasinski veut absolument engager une actrice véritablement sourde-muette. C'est d'ailleurs l'une des premières conditions qu'il a posées au studio en acceptant le projet, une exigence non négociable. Pour lui, il était capital d'avoir une actrice capable de livrer une performance authentique. Et au-delà de ça, il avait besoin que quelqu'un lui serve de guide sur le plateau, pour l'aider à représenter de façon réaliste ce que c'est que de vivre avec la surdité. Par chance, la directrice de casting Laura Rosenthal connaît une jeune actrice qui correspond parfaitement au profil recherché par Krasinski, Millicent Simmons. Sourde depuis ses 12 mois suite à une surdose médicamenteuse, Simmons impressionne l'équipe avec un essai vidéo. Ce sera elle. Pour Marcus, Krasinski repère le jeune Noah Jupe dans The Night Manager et appelle immédiatement son ami George Clooney, qui vient de le mettre en scène dans Bienvenue à Suburbicon, pour avoir son avis. Et étant donné que Clooney n'a que des louanges à lui partager, Krasinski fait rapidement savoir au studio qu'il a trouvé ces 2 acteurs. Et une fois l'équipe en place, une fois les décors prêts et les créatures designées, il faut partir tourner tout ça.
À la fin de l'été 2017, l'équipe s'installe dans l'état de New York et le tournage démarre avec un budget de seulement 17 millions de dollars. Et c'est un tournage assez particulier, car Krasinski tient à ce que son équipe soit aussi silencieuse que possible. Il veut que ce plateau soit le moins bruyant sur lequel il n'ait jamais travaillé. L'objectif étant d'immerger tout le monde au sein de l'atmosphère qu'il souhaitait créer. Et si le son occupera évidemment une place centrale dans le film, l'image sera tout aussi essentielle. Chaque plan devra porter un sens fort afin d'offrir au public un maximum d'informations sur les personnages et l'univers qu'ils habitent. De nombreux indices sont ainsi disséminés au sein des décors conçus par Jeffrey Beecroft et son équipe. Pour ce qui est de la photographie, elle est assurée par la danoise Charlotte Bruce Christensen qui avait auparavant travaillé avec Emily Blunt sur La fille du train. Et puisque Krasinski s'appuie sur des références visuelles telles que There Will Be Blood et No Country for Old Men, il est décidé de tourner le film en 35 mm avec des optiques anamorphiques. Et étant donné l'importance du son au sein du film, la directrice photo le prend en considération lorsqu'elle compose ses plans, faisant en sorte d'établir une véritable proximité avec les acteurs en utilisant non seulement des optiques spécifiques, mais aussi en plaçant la caméra au plus près d'eux. Ainsi, il deviendrait naturel d'entendre le moindre son émis par ces derniers, mettant en place une véritable intimité vis-à-vis d'eux, mais aussi une tension liée au bruit qui rappelle à chaque instant la réalité de la menace. Pour autant, à aucun moment la directrice photo n'approche Sans un bruit comme un pur film d'horreur. Du côté du casting, tout se passe extrêmement bien. Si Krasinski et Blunt étaient à l'origine plutôt nerveux à l'idée de travailler pour la première fois ensemble, Krasinski étant du genre impulsif et Blunt plutôt réfléchi, la collaboration se déroule à merveille. Et Blunt est ravie d'endosser ce qu'elle considère alors comme l'un des meilleurs rôles de sa carrière. Mais d'un autre côté, elle ressent une énorme pression. Car contrairement à ses rôles habituels où elle fait semblant, Sans un bruit met à nu ses peurs les plus intimes, notamment celle de perdre ses enfants. Elle a donc l'impression de devoir se dévoiler complètement, ce qui la terrifie. Du côté de Millicent Simmons, si son interprète est constamment présente sur le plateau pour l'aider à communiquer au mieux avec l'équipe, tout le monde fait l'effort d'apprendre les bases de la langue des signes pour être à même de dialoguer directement avec elle. C'est notamment le cas de Noah Jupe qui parvient à signer couramment en à peine 2 semaines. Krasinski est quant à lui plus que ravi de travailler avec la jeune actrice qu'il trouve absolument impressionnante. Elle semble avoir une connaissance profonde de son personnage, au point de proposer spontanément des suggestions sur la façon dont elle-même se comporterait dans telle ou telle situation en tant que personne sourde. Si Krasinski a mis beaucoup de lui dans ce projet, Simmons mettra beaucoup d'elle dans son personnage. Pour les acteurs, c'est un projet exigeant. Ne pouvant jamais se reposer sur les dialogues, l'essentiel de leur performance repose sur la communication non verbale. La langue des signes évidemment, mais aussi le langage corporel, les expressions du visage, tout se joue dans les nuances les plus infimes, au point que le simple mouvement d'un sourcil peut changer complètement le sens d'une scène. Mais pour Krasinski, qui a passé 8 ans à exprimer toutes sortes d'émotions avec ses fameux regards caméra dans The Office, pas vraiment de difficulté au programme. Ouais, c'est ça, la ramène pas trop, John. Sur un tournage, il est assez courant qu'on modifie des répliques à la dernière minute. Mais sur Sans un bruit, ce ne sont pas de simples lignes de dialogue, les personnages signent. Alors dès qu'une réplique change, les acteurs doivent la réapprendre par cœur en langue des signes. Pas facile. Lorsque Krasinski en arrive aux séquences impliquant les créatures, il se lance dans un grand débat avec le superviseur des effets visuels Scott Farrar sur leur façon de se mouvoir. Et comme le réalisateur semble avoir une vision particulièrement précise de la chose, Farrar le pousse à enfiler une combinaison de motion capture et à incarner lui-même le monstre. Ce qu'il fera en Vans. Et après 36 jours de tournage, les prises de vue s'achèvent en octobre 2017. Et la post-production démarre. Côté montage, Chris Tellefsen a commencé le travail en parallèle du tournage. Ainsi, quand Krasinski le rejoint, il a déjà un premier montage brut à lui montrer. Et lorsqu'ils entament leur collaboration, le réalisateur demande à ce monteur de réduire le volume au minimum, histoire d'être sûr que le film se tienne sans le moindre son. À partir de ce moment, il passe 5 semaines à monter sans un bruit. Et en ce qui concerne le montage et le mixage sonore, justement, Platinum Dunes met l'équipe de Michael Bay sur le coup. Eric Idle, Ethan Van Der Rijn et Brandon Jones. Le trio se met donc au travail sur le projet le plus complexe sur lequel il ait été impliqué. S'il avait jusqu'à présent l'habitude des films à grand spectacle tels que les Transformers et autres Godzilla, des films où le public est assailli par une surcharge sonore, Sans un bruit adopte une approche beaucoup plus intime et subtile, où c'est le silence qui prévaut sur le reste. Dès lors, le moindre son devient capital et tout doit être parfaitement équilibré. Contrairement aux Transformers où il s'agit de multiplier les effets sonores, dans Sans un bruit, ils se demandent jusqu'où ils peuvent aller pour obtenir la piste son la plus épurée possible. Pour Eric Idle, ce projet, c'est un petit peu le Graal. Son but, pousser l'immersion à tel point que le public lui-même ait peur de faire le moindre bruit. Ouais, il est comme ça. C'est un petit sadique. À plusieurs reprises, le film nous amène à adopter le point de vue de Regan. Le défi consiste alors à représenter au plus juste la façon dont une personne sourde perçoit le monde qui l'entoure. Détail important, Regan porte un implant cochléaire, un dispositif qui stimule le nerf auditif pour transmettre des sensations sonores. Krasinski demande ainsi à l'actrice de décrire les sons qu'elle perçoit. Et il s'agit de sons internes, sa respiration, le battement de ses veines. Pour parvenir à restituer cet environnement sonore particulier, ils utilisent un dispositif tout aussi particulier. Un microphone binaural Neumann KU100, un micro en forme de tête humaine dont les enregistrements uniques donnent l'impression que les sons proviennent de l'intérieur même de votre crâne, apportant au résultat une dimension presque tactile. Et quand Regan retire son implant, ils font un choix radical, couper absolument tous les sons d'ambiance. Une décision rarissime au cinéma où il y a presque toujours un fond sonore, le vent, les insectes. Ici, c'est le silence absolu.
Et lors de la seule projection test organisée pendant la post-production, un spectateur admet qu'il se sentait tellement immergé qu'il n'a pas osé ouvrir son paquet Skittles de toute la séance. Pour Krasinski, c'était là le meilleur compliment que le film pouvait recevoir. Pour autant, le travail est loin d'être terminé, car ILM doit encore finaliser les créatures. Pour l'instant, face à ces scènes, le public test ne peut s'empêcher de rigoler en voyant Krasinski jouer les créatures en Vans. Sans doute le seul moment de la projection où le mec a hésité à ouvrir son paquet Skittles. Sous la supervision de Scott Farrar, l'équipe s'affaire donc à donner vie à ces fameux monstres cornus. Sauf que quelque chose ne va pas. Krasinski n'est pas convaincu par ce design. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Résultat, à 2 mois de la grande première du film au South by Southwest Festival, il faut tout reprendre à zéro avec un nouveau design. Ils imaginent ainsi une créature plus primitive en partant d'une idée simple. Et si l'intégralité du crâne faisait office d'organe auditif? La tête devient alors une sorte de coquille avec des clapets qui s'ouvrent pour révéler son système d'écoute. Un système que les artistes conçoivent en s'inspirant directement de l'anatomie de l'oreille interne. Le but, qu'elle soit aussi repoussante que possible. Il fallait que le résultat évoque des tripes ou l'intérieur d'un cerveau, quelque chose de profondément organique et dérangeant. Et pendant la séance, on n'oublie ni de fermer sa gueule, ni de prendre son petit sac à vomi. Parmi les autres références notables, on trouve les serpents noirs, des poissons préhistoriques, des chauves-souris et des cadavres humains momifiés. Tout un programme. Et comme ils ont vraiment pas beaucoup de temps pour tout concevoir, ils misent à fond sur l'économie de moyens. Moins on en montre, mieux c'est. C'était de toute façon l'approche voulue par Krasinski, mais disons que les circonstances vont les obliger à la pousser dans ses derniers retranchements. Et du côté de la conception sonore, l'équipe revoit également sa copie. S'ils étaient originellement partis sur des sons de cliquetis et crissements assez désagréables, ils finissent par réduire au minimum les sons émis par les créatures. Logique, puisqu'elles détestent le bruit, elles n'en produisent presque pas. Pour ce qui est de la musique, c'est Marco Beltrami qui hérite du projet. Un compositeur très apprécié par Krasinski et aussi par moi-même, puisqu'on lui donne notamment la géniale BO de Snowpiercer de Bong Joon-ho. Ainsi que beaucoup d'autres. Et de son côté aussi, Sans un bruit est loin d'être un projet facile. Conscient du rôle essentiel que joue le silence dans la bande-son, il doit veiller à ce que sa musique n'empiète jamais sur le travail de l'équipe sonore. Il s'efforce donc de trouver le bon équilibre, en commençant par composer un thème dédié à la famille, joué sur un piano légèrement désaccordé, symbole d'un monde en ruine qui aurait oublié le véritable son d'un piano. Ouais, il allait pas nous faire une BO funky, hein, c'était pas le projet. Et c'est ainsi qu'au début du mois de mars 2018, alors qu'ILM vient tout juste de finir le dernier plan du film et que la première mondiale est sur le point d'avoir lieu, Krasinski est pris d'un doute. Avec une bande-son aussi atypique, ces passages parfois plongés dans un silence total, est-ce que le public va adhérer à cette proposition, ou au contraire la rejeter en bloc? Est-ce que ce n'est pas trop audacieux? Mais l'équipe son le rassure immédiatement, il faut tenter le coup. On n'a pas souvent l'occasion dans une carrière de repousser les limites d'un médium. Le 9 mars 2018, le public du festival South by Southwest a donc la chance de découvrir Sans un bruit. Et l'accueil est extrêmement positif. Au terme de la projection, les applaudissements résonnent et les avis sont unanimes. Sans un bruit est une réussite. Un mois plus tard, le 6 avril 2018, le film sort sur les écrans américains. La France devra quant à elle patienter jusqu'au 20 juin pour le découvrir. Mais entre-temps, le succès est déjà là. Le film est acclamé par la critique et le public se presse pour vivre cette expérience sonore si particulière. Résultat, pour un budget de seulement 17 millions de dollars, Sans un bruit en rapporte 341 millions, dont 188 sur le territoire américain. Une réussite totale donc, également saluée par Stephen King, qui n'hésite pas à dire tout le bien qu'il pense du film sur Twitter. Le genre d'éloge qui fait plaisir. Et en 2019, le film décroche une nomination à l'Oscar du meilleur montage son, qui lui échappe malheureusement au profit de Bohemian Rhapsody. Dommage, il le méritait. Sans un bruit démarre donc en 2020 dans une réalité alternative qui n'a pas connu le Covid, mais une terrible invasion de monstres voraces qui ont un léger problème avec le bruit. Ouais, disons que le bruit, ça les rend un peu soupolés. On suivra donc le quotidien de la famille Abbott un an après le décès de leur plus jeune fils, alors qu'ils s'apprêtent à accueillir un heureux événement. Mais bien évidemment, les monstres sont à l'affût. Et étant donné qu'un bébé c'est pas ce qu'il y a de plus silencieux, autant vous dire que l'espérance de vie de la famille Abbott, elle va en prendre un coup. Impossible d'évoquer Sans un bruit sans mentionner l'impressionnante expérience sonore qu'il constitue. Parce que oui, Sans un bruit, c'est avant tout un film à concept. Dans un monde où le moindre bruit peut vous faire tuer. Et la suite ce serait... Les Abbott ont décidé de faire un gosse. Pas les plus malins, hein? Comme je le disais en début de vidéo, le son, dans un film, c'est capital. C'est tout simplement l'un des éléments les plus importants pour générer une expérience immersive. Et Sans un bruit repose tout entier sur cette notion. Pousser l'expérience sonore le plus loin possible, tout en la dépouillant paradoxalement au maximum. Et le résultat est une franche réussite. Sans un bruit constitue un très bel exercice de style qui puise sa force dans cette contrainte narrative. Le travail sonore est tout simplement impressionnant. Du début à la fin, l'immersion est totale. Mention spéciale aux séquences adoptant le point de vue de Regan, où le son se retrouve soudain brutalement étouffé, nous projetant instantanément dans sa perception du monde. Une perception limitée qui la rend d'autant plus vulnérable. Concernant l'absence quasi totale de dialogue, loin d'être un boulet traîné par le film, elle permet à Krasinski de nous faire une belle démonstration de narration visuelle, ses plans étant truffés d'éléments signifiants à décoder, que ce soit dans les décors, les gestes ou les regards. Dans Sans un bruit, on est donc sur le qui-vive, à l'écoute évidemment, mais aussi dans l'observation, pour capter les détails et les nuances qui en disent beaucoup sur ce monde et sur la dynamique familiale. Ainsi, pendant toute la projection, on fait partie de cet univers et on se surprend à retenir son souffle dans les moments les plus tendus, espérant de toutes nos forces que les créatures n'aient pas été alertées par tel ou tel bruit.
Krasinski se révèle particulièrement doué pour le suspense, nous offrant quelques belles séquences de pure tension à la mise en scène millimétrée. Le réalisateur emballe son film avec maîtrise, profitant d'une photographie naturelle et soignée qui lui apporte une dimension réaliste particulièrement bienvenue. Car Sans un bruit est à l'image de sa piste sonore. C'est un film dépouillé mais précis. Ça concerne le son évidemment, mais aussi son script et sa mise en scène. Et c'est une des choses qui me plaît beaucoup dans Sans un bruit, son minimalisme. C'est un film qui pourrait presque être décliné en pièce de théâtre. On a l'unité de temps, le film se déroule sur un peu plus de 24 heures, l'unité de lieu, pratiquement tout est confiné dans la ferme des Abbott, et l'unité d'action, centrée autour d'une simple question. Comment être parent dans un monde où le moindre son peut vous tuer? Bref, le film ne fait pas dans la surenchère, il va à l'essentiel, faisant son possible pour exploiter son concept de la meilleure manière possible à travers une histoire resserrée. Un parti pris qu'on retrouve également dans sa façon de traiter la violence. Ici, pas de gore au programme et assez peu de sang. Pour info, le film a été classé PG-13 aux USA, c'est clairement pas la violence graphique qu'il caractérise. Pour autant, Sans un bruit n'est pas avare en scène choc, à commencer par son prologue qui s'achève par la mort du jeune Beau. Ici, pas besoin d'artifice grossier, pas besoin de gerbe de sang. La scène doit sa réussite et son impact à sa brièveté qui la rend d'autant plus choquante. Et la brièveté, elle est générale, puisque le film affiche une durée assez courte de 1h24 au compteur, générique non compris. Une durée trop courte? Absolument pas. Après une quarantaine de minutes d'exposition permettant de nous plonger dans le quotidien de la petite famille, le récit prend son envol et enchaîne les moments de pure tension, prenant un malin plaisir à malmener ses personnages, et particulièrement celui d'Evelyn. Ce clou, putain, ce putain de clou. Putain. Toujours est-il qu'Emily Blunt est tout simplement formidable dans cette longue séquence d'accouchement cauchemardesque où les désastres s'enchaînent les uns à la suite des autres. C'est un peu chelou d'ailleurs, John, cette volonté de torturer ta femme comme ça. Bref, pendant près de 3/4 d'heure, on s'accroche à son siège et on retient son souffle encore et toujours. On bat le record d'apnée, ouais. Et si on n'échappe pas à de grosses facilités scénaristiques, comme le nouveau-né le plus silencieux de l'histoire de l'humanité et des Deus Ex Machina à foison, force est de constater que le tout est mené tambour battant et se révèle diablement efficace. Mais Sans un bruit, c'est plus que ça. Parce que s'il avait fallu se contenter de ses séquences horrifiques et de son sound design, aussi irréprochable fut-il, Sans un bruit serait assez vite retombé comme un vieux soufflet sans consistance. Ce qui a véritablement fait la réussite de Sans un bruit, c'est ce supplément d'âme insufflé par ses personnages. Beck, Woods et Krasinski n'ont pas réinventé la roue, mais la dynamique familiale au cœur du récit fonctionne à merveille, portée par un casting impeccable. Emily Blunt est d'une justesse absolue, Krasinski semble porter le poids du monde sur ses épaules, et face à eux, les deux enfants ne déméritent pas. Millicent Simmonds en particulier s'impose comme une véritable révélation. Le sujet du film, derrière le vernis horrifique, c'est l'amour inconditionnel d'un parent pour son enfant. Chaque action entreprise par Lee et Evelyn ayant pour but de protéger Regan et Marcus. Who are we? If we can't protect them. Mais quelle est la limite de cet instinct de protection? À force de surprotéger Regan et de la mettre à l'écart, Lee donne à sa fille l'impression qu'il la punit, la tenant pour responsable de la mort de son frère survenue 1 an plus tôt. Une tragédie qui hante chacun des personnages, mais d'autant plus Regan, qui se trouve rongée par la culpabilité. Celle d'avoir donné à son frère le fameux jouet qui allait causer sa perte, et celle de n'avoir pas pu réagir à temps pour le sauver, à cause de sa surdité. Cette relation conflictuelle entre le père et la fille, due à un manque de communication, constitue ainsi le cœur émotionnel d'un récit qui atteint son apogée dans un final particulièrement déchirant. Oui, vous allez chialer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour autant, aucun des personnages n'est en reste, chacun ayant droit à son petit moment pour briller, et tout le casting s'avère impressionnant de maîtrise, parvenant à exprimer toutes ses émotions complexes sans avoir besoin de les verbaliser. Elle est là la vraie force du film, dans la justesse de ses rapports familiaux, dans la façon dont elle tente coûte que coûte de prospérer malgré les malheurs, et de maintenir un lien malgré le silence imposé. À l'origine, Krasinski ne voulait pas qu'Evelyn tire sur la créature. L'idée de base était qu'elle soit tuée par les Larsen provoqués par l'implant de Regan. Il tenait à ce que la solution finale vienne de celle qui se considérait à tort comme le mouton noir de la famille du fait de sa surdité. Il fallait qu'elle se révèle comme l'héroïne de l'histoire. Mais le producteur Joe Form, lui, il est persuadé que le public adorerait voir Emily Blunt achever le monstre à grands coups de fusil à pompe. Et il le fait savoir à Krasinski 2 semaines avant de tourner la scène de fin. Mais Krasinski, bof, ça le chauffe pas trop. Il vend cette demande une simple note de producteur superficielle. Bref, il a pas d'intention de le faire. Et puis le lendemain, il écoute une interview de Spielberg de 79 où ce dernier déclare que faire de l'art n'empêche pas de s'amuser, une phrase qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Cette fin est possible, mais il lui faut trouver la bonne manière de le faire. Ainsi, plutôt que de faire de Regan la seule héroïne de l'histoire, ils décident de baser leur salut sur un travail d'équipe entre elle et sa mère. Une fin parfaitement en accord avec un film tout entier basé sur la force des liens familiaux. Concernant les monstres, rien de véritablement révolutionnaire du point de vue du design qui évoque une sorte de Venom qui se serait reproduit avec le kaiju de Cloverfield. Ils sont repoussants certes, mais exception faite de ces fameux clapets, ils donnent surtout l'impression qu'on les a déjà vus ailleurs. Et pour faire mon relou, je trouve qu'ils auraient dû être encore plus silencieux. Une simple respiration un peu appuyée aurait été beaucoup plus effrayante en plus d'être en raccord avec leur allergie au bruit.
Mais ça, c'est juste moi qui fais mon relou. Et si j'aime énormément la musique au piano de Marco Beltrami, qui sera pour beaucoup dans vos crises de larmes, je trouve que la musique est parfois trop présente et qu'ils auraient pu nous l'épargner dans certaines scènes histoire de véritablement assumer l'expérience sonore jusqu'au bout. Et d'ailleurs, si la BO vous rappelle parfois celle de Sicario et notamment le morceau The Beast, c'est normal. Krasinski et Telefsen ont utilisé cette BO comme musique temporaire sur leur montage. Toujours est-il que malgré quelques défauts, notamment une fin un peu trop over the top qui me paraît hors de propos, ouais, j'ai l'impression qu'on n'est plus dans le même film d'un coup. Sans un bruit s'avère être une série B de luxe hautement recommandable, qui derrière son sound design impressionnant et son suspense parfaitement maîtrisé, nous offre un drame familial simple mais particulièrement touchant. Bref, une belle petite expérience de cinéma qui aurait tout à fait pu s'arrêter là, mais étant donné son succès spectaculaire, ben non, on a eu droit à une suite. Bonne ou mauvaise, vous le saurez dans la prochaine vidéo les gars. Eh ouais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, ou m'acheter un superbe t-shirt John Michael Advertising sur la boutique en ligne. Quant à moi je vous dis à bientôt, salut.